Bonjour à tous et merci d'être fidèles à mon rendez-vous. Cette semaine, je suis venue à Beyrouth rencontrer Carlos Ghosn. Il y a un an environ, l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi s'était évadé de façon rocambolesque de Tokyo. Depuis, il a trouvé refuge au Liban et il veut rétablir sa vérité, répondre aux accusations, au complot, dit-il, qui a été fomenté contre lui. Nous l'avons rencontré depuis l'université de Kaslik, où il engage un module de formation pour les jeunes entrepreneurs libanais. Le rendez-vous avec Carlos Ghosn, c'est tout de suite. Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour. Merci beaucoup de nous retrouver ici, dans cette université de Kaslik à Beyrouth. Beyrouth où vous avez trouvé refuge après votre départ dans des conditions rocambolesques de Tokyo. Tout le monde s'en souvient. Avant de revenir là-dessus, avant de revenir sur les conditions de ce départ, sur les raisons qui vous ont poussé à être arrêté à Tokyo, sur les différentes questions qui se posent aussi sur l'avenir de l'automobile que vous suivez avec beaucoup d'attention et sur lesquelles vous exprimez dans un livre qui paraît chez Grasset, L'heure de la vérité avec Philippe Riès. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce magnifique campus à côté de Beyrouth? Quand j'étais arrivé au Liban, on m'avait posé la question, on m'a dit, bon, la situation du pays est vraiment pas terrible, est-ce que vous pouvez aider, dans quelle mesure vous pouvez aider? Une fois que j'ai écarté toute contribution politique, j'ai dit que j'étais prêt à aider des institutions qui travaillaient dans le cadre de l'éducation ou de l'emploi. C'est une université qui m'a séduit. Elle m'a séduit parce que j'ai senti un besoin d'évolution, de développement, j'ai senti une volonté de vraiment imaginer quelque chose de neuf et un désir sincère d'une contribution de ma part. Et donc on s'est mis d'accord sur ce plan de développement auquel je contribue à titre bénévole et auquel je fais contribuer des amis à moi dans le monde aussi à titre bénévole. Qui viennent pour coacher, conseiller et donner des cours un peu de business en fait. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui la jeunesse libanaise se pose beaucoup de questions. Elle émigre, elle quitte un pays martyrisé. L'explosion de Beyrouth a frappé le monde entier. Vous pouvez les aider? Oui, je pense qu'on peut apporter une contribution. On ne va pas résoudre les problèmes. Mais au moins, sur le plan de l'éducation et de l'emploi, on peut aider. C'est pour vous une forme de retour aux sources, parce que vous êtes revenu, vous avez été élevé au Liban, on va y venir dans votre portrait. Comment vous avez vécu l'explosion personnellement? Votre maison a-t-elle été touchée? Comment vous avez vécu ce drame qui a ému tout le monde entier? Écoutez, l'explosion a été une tragédie. Hein. Je n'étais pas à Beyrouth quand l'explosion a eu lieu. J'étais avec mon épouse, on était en voiture et nous rentrions sur Beyrouth. Donc, quand l'explosion a eu lieu, nous n'avons pas senti ni le souffle, ni nous n'avons pas vu directement les dommages causés par l'explosion au moment où elle avait lieu. Nous sommes arrivés à Beyrouth 20 minutes après, et c'était un spectacle de guerre. Des vitres partout, des potes arrachées, des gens blessés qui couraient dans la rue. Nous avons réussi quand même à arriver à la maison, parce que c'était le chaos le plus total. D'autant plus que la fille de mon épouse était présente dans l'appartement et elle a eu le choc de cette explosion. La maison a été endommagée, comme toutes les maisons d'ailleurs du quartier, particulièrement du quartier d'Achrafiyeh qui est à côté du port. Et jusqu'à maintenant, nous réparons les dommages. Ils ne sont toujours pas terminés. Non, ça a été une tragédie, mais surtout ça a été une tragédie qui est venue se rajouter à d'autres tragédies, parce qu'il ne faut pas oublier que le Liban traverse d'abord une crise financière qui s'est traduite par une crise économique, donc avec des conséquences sur l'emploi, et derrière cette explosion... une crise politique. Une crise politique, évidemment, mais enfin, la crise politique, elle existait depuis un certain temps, mais enfin, elle a pris toute son acuité essentiellement avec des développements financiers très dangereux. Alors vous publiez, je lisais ce livre avec Philippe Riès qui s'intitule Le temps de la vérité. C'est une forme de plaidoirie, cette plaidoirie que vous ne ferez pas devant le tribunal de Tokyo, puisque vous avez fui, vous êtes parti de Tokyo, vous vous êtes évadé après 130 jours, notamment dans une cellule et dans des conditions d'ailleurs défiant les droits de l'homme. Ça a été beaucoup dit, on va y revenir. Mais
aujourd'hui, se déroule le procès de Greg Kelly, qui était votre bras droit à Nissan. Il y aura aussi les frères Taylor qui vous ont aidé à quitter le Japon et qui risquent d'être extradés. Comment vous vivez le fait qu'eux, ils vont affronter la justice japonaise, pas vous peut-être? Franchement, quand on parle d'affronter la justice japonaise, il y a un malentendu. Hein. Pour moi, il n'y a pas de justice japonaise. Quand les procureurs gagnent à 99,4%, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la justice. Et ce qui est très dangereux au Japon, c'est que si j'allais en Corée du Nord, je sais que si jamais j'ai un problème, je vais perdre à tous les coups. Ça, je le sais, donc je me tiens à carreau. Mais quand vous allez dans un pays comme le Japon, vous ne vous doutez pas du tout du système de l'otage. Le système de l'otage, moi je l'ai appris puisque je l'ai vécu, mais finalement il n'est pas récent. Ça fait un certain nombre d'années où même les Nations Unies ont parlé et alerté le Japon sur le fait que leur système de justice était complètement déconnecté par rapport à ce qui est censé être un grand pays démocratique, soi-disant une grande puissance économique. Et je l'ai vécu de l'intérieur. Alors évidemment, je pense tout le temps à Greg Kelly. Je pense autant à Greg Kelly, mais je ne pense pas qu'à Greg Kelly, je pense aussi aux milliers de Japonais qui passent par ce système, qui sont broyés, pour lesquels ils n'ont aucune chance de s'en sortir, tout en sachant que, qu'ils soient innocents ou coupables, ça importe peu, puisque ce qui importe au procureur, c'est de marquer des points. C'est qu'à partir du moment où il prend un dossier et il décide de vous mettre en examen, il faut qu'il gagne. S'il ne gagne pas, il perd sa carrière. Donc on est dans un système qui est quand même extrêmement dur. Mais vous ne regrettez pas finalement, même si c'était un peu vital et vous l'expliquez dans le livre, vous ne regrettez pas d'avoir eu l'occasion de vous expliquer devant ces tribunaux? Oh, mais j'aurais eu l'occasion de m'expliquer devant les tribunaux. Mais j'étais arrivé à la conclusion que je n'avais aucune chance d'être entendu. Revenons à Greg Kelly. Vous savez que Greg Kelly, il a une accusation. C'est un Américain qui était avec vous et qui est arrivé à Tokyo parce qu'il a été rappelé par l'entreprise Nissan et il s'est fait arrêter. Une accusation, complicité dans la non-déclaration d'un salaire, qui n'est pas le sien d'ailleurs, non payé. Ça fait 2 ans qu'il est retenu au Japon. Il va passer... Alors, ils ont finalement fini par mettre sa date de début de jugement. Il en a pour 1 an. Après, il y a un appel. Et les procureurs, pour cette accusation, il paraît qu'il y a des centaines de millions de documents qui vont être apportés. Donc, moi, quand je suis arrivé à la conclusion, au bout de plusieurs mois, bien sûr, que dans tous les cas, c'était cuisiné d'avance, que tout ça, ça devait aboutir à une condamnation, et que pour aboutir à la condamnation, j'allais attendre probablement 4 ou 5 ans, que l'intention, c'était finalement que je ne quitterais jamais le Japon, je suis arrivé à la conclusion, je savais qu'il y avait beaucoup de risques, qu'il fallait que je quitte. Alors dans ce livre, justement, vous donnez quelques détails sur cette évasion. Oui. Racontez-nous, parce que c'est vrai que c'est une image qui a frappé l'opinion publique, l'opinion mondiale. Vous vous êtes retrouvé caché dans une malle d'instruments de musique, après avoir marché dans les rues de Tokyo, pris un train, une voiture, un avion. Bon, je pense que vous avez rajouté des choses qui n'étaient pas écrites dans le livre. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Vous ne confirmez pas la malle ? Non, je ne confirme rien du tout. Puisque, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne veux pas, quelles que soient les déclarations des uns et des autres, je ne veux pas mettre en danger les gens qui m'ont aidé. Je ne veux pas. Je veux pas les mettre. Je veux pas qu'on me soupçonne de dire, bon, maintenant que lui est sorti du système japonais, il se fiche éperdument. Non, pas du tout. Les gens qui m'ont aidé, les gens qui ont une attitude noble, ils ne sont pas très nombreux dans toute cette affaire, j'essaye de les protéger, de les aider par le meilleur moyen. Et là, c'est par le silence que je les protège. Donc je reviens là-dessus. J'ai décidé donc de partir, moi-même. J'ai mis en place ce plan et je l'ai exécuté très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui disent ouais, ça faisait des mois que vous réfléchissiez. Pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que la moindre fuite, le moindre soupçon aurait été mortel pour le plan d'évasion. Or, vous saviez que j'étais dans une maison où il y avait des caméras que les procureurs voyaient tout le temps. Il y avait des suiveurs, il y avait des personnes qui, dès que je franchissais la porte de la maison, me suivaient. Il y avait une voiture, il y avait une moto, il y avait même des gens qui étaient à pied. Mon téléphone m'avait été donné par les procureurs, donc je savais très bien que tout ce que je disais au téléphone était suivi. Donc j'étais encadré d'une telle façon... Comment est-ce que vous avez réussi à monter un tel plan alors ? Justement, oui, mais vous voyez, c'est un challenge
Mais il y a une solution à tout problème. Il est peut-être un peu plus difficile, mais je l'ai résolu. Et grâce à Dieu, ça a réussi, alors que c'était une opération très risquée. Combien vous a coûté cette évasion? Il y a plein de chiffres qui circulent. Oui, mais enfin bon, je dirais ça n'est pas l'élément le plus important. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que je suis privilégié, je le sais, par le fait que quand j'ai été arrêté, la presse mondiale en a parlé. Mais en même temps, je suis obsédé par les centaines de milliers de personnes qui passent par ce système. Alors les étrangers, c'est atroce. Hein. Je ne souhaite à personne d'avoir un problème avec la justice au Japon, quelle que soit la raison d'ailleurs, que ce soit fumer un joint ou bien avoir un problème familial avec une épouse japonaise ou un époux japonais. Alors là, c'est franchement un système extrêmement dangereux. Et ce qui me touche et ce qui me heurte, c'est que l'État français qui est au courant, pas penser un instant que depuis des années que ça dure, avec le nombre de Français qui ont été démêlés avec la justice japonaise et la façon dont ils ont été traités, qui ne sachent pas que le système soit aussi biaisé que cela. Et j'ai entendu une déclaration d'un ministre de la République qui dit « Nous faisons confiance à la justice japonaise ». L'État français a décidé, terme noble, la politique d'apaisement, réalité, politique d'abandon. Politique d'abandon, me concernant évidemment, c'était clair. Ça me touche. Bon, ils ont décidé de le faire, c'est leur choix. Ce qui me touche encore plus, et ce qui me désole, c'est que si cette politique d'abandon avait abouti à de bons résultats, j'ai dit très bien, j'étais sacrifié pour une bonne cause. Mais quand je vois le désastre qui a suivi, et franchement, la façon dont l'alliance fonctionne ou ne fonctionne pas aujourd'hui, Nissan, Renault, Mitsubishi. Renault, Nissan, Mitsubishi. Je dis, cette politique, cet apaisement, traduisez abandon, c'est pas uniquement l'abandon d'une personne, c'est aussi l'abandon d'une vision de l'alliance dans laquelle Renault était au centre de cette alliance et dans laquelle les intérêts français ont été, à mon avis, totalement abandonnés. Alors on commence votre photo-portrait. Vous êtes né à Porto Velho au Brésil, d'une famille d'origine libanaise. De 6 à 16 ans, vous avez été éduqué à Beyrouth, dans des institutions religieuses francophones, puis formé à Paris, dans les grandes écoles de la République, Polytechnique, l'École des Mines. Et pourtant, vous vous définissez comme un outsider au Japon, éventuellement. Mais en France, pourquoi? Oh, écoutez, moi j'ai toujours été un outsider, parce que, bon, je suis né au Brésil. Je suis arrivé au Liban, j'avais 6 ans, je parlais portugais. Tous mes petits copains parlaient l'arabe et le français. Donc j'étais forcément un outsider, je venais du Brésil. Donc j'étais un ovni. Hein. Bon. À 16 ans, j'arrive en France. Je n'ai pas suivi le système d'éducation français en France. Je viens d'une école de jésuites, avec l'arabe en première langue, le français en deuxième langue, et j'ai suivi le bac libanais. Donc j'étais déjà un outsider quand j'étais dans les écoles préparatoires. Je suis rentré à Polytechnique, puis l'école des Mines. J'étais aussi outsider, puisque j'étais rentré à ce moment-là, je n'avais pas encore la nationalité française, donc j'étais étranger. Quand je suis rentré... Mais vous le dites d'une façon qui montre que vis-à-vis des institutions françaises, vis-à-vis de l'appareil global français, alors que on vous décrit comme le tycoon de l'industrie automobile, vous êtes le grand patron, j'y reviendrai bien sûr, de Renault, de Nissan, vous êtes une des personnalités mondialement connues, on l'a vu, je l'ai vu au Liban, là, depuis que je suis arrivée, les gens viennent vous voir signer des autographes. Et vous dites que vous êtes un outsider. Oui, je le suis. J'ai toujours été différent de ceux avec qui j'étais. J'étais différent, même dans mes... Quand je suis rentré chez Michelin, j'ai commencé ma carrière, j'étais l'ingénieur brésilien qui allait partir au Brésil. Je n'étais pas du tout considéré comme étant, comme tous les collègues qui avaient été embauchés. Non, mais je l'ai vu dans le comportement des gens, ça ne me gênait pas. J'étais un outsider, je le savais, je l'ai assumé. C'est difficile d'être un outsider tout le temps. Mais quand vous vous habituez à être un outsider, vous en tirez un petit peu un certain nombre d'avantages, puisque vous avez un regard sur la réalité que vous rejoignez, qui est différent des autres. Et qui finalement, si vous regardez ça de manière positive, c'est un enrichissement. C'est une force. Oui. Vous avez 6 ans lorsque votre père est arrêté à Beyrouth après de nombreux démêlés judiciaires. Il serait retourné au Brésil dans les années 70 où il serait mort en 2006.
Ce retour du coup à Beyrouth, là, même s'il est un peu forcé, évidemment, est-ce que c'est pour réparer cette blessure intime? Non, 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 pas du tout. Mon premier souci, c'était de retrouver ma femme. C'était mon premier souci. Or, elle était à Beyrouth, et Carole est américaine et libanaise. Moi, je suis français, brésilien et libanais. Donc, notre point commun, c'est le Liban. Voilà. Donc, elle était au Liban, notre point commun était au Liban. Donc, j'ai décidé, j'avais le choix, en quittant le Japon, d'aller en France, au Brésil ou au Liban. J'ai décidé d'aller au Liban parce que Carole était là. Donc, je ne pense pas que c'était quelque chose qui était lié à des événements. Elle aurait été en France, j'aurais été en France. Hein. Oh, parce qu'il y en a qui disent son histoire familiale fait que il a une inextinguible soif de reconnaissance. Non, je ne sais pas. Enfin, attendez, moi je ne suis pas un psychanalyste, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire. Bon. Moi je suis le produit de l'ascenseur social. Ouais. Je suis le produit de l'ascenseur social. Je suis arrivé en France pour mes études supérieures. J'ai bénéficié d'une bourse. Je suis rentré à Polytechnique. Vous savez qu'à Polytechnique, quand vous rentrez, vous recevez un peu d'argent puisque ça fait partie du ministère de la Défense. Bon. Je faisais des cours pour me maintenir. Je donnais des cours particuliers en maths. Je suis rentré chez Michelin. J'étais jeune ingénieur. Je voulais rentrer au Brésil. Moi, je suis le produit de l'ascenseur social. Et ce qui me choque beaucoup dans tout ce que j'entends, c'est que à partir du moment où vous êtes le produit de l'ascenseur social, que pour vous, le salaire est quelque chose d'important, comme pour tous ceux qui finalement ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, pour lesquels le salaire est important, on traite le salaire avec beaucoup plus de, je dirais, de critique qu'on ne traite la rente. Moi, j'ai toujours été surpris du fait que les rentiers, quels qu'ils soient, et je ne le reproche pas, traversent sans problème toute la scrutinité qu'il y a sur les revenus, alors que les gens qui ont un revenu qui est dû à leur mérite, à leur travail, qui ont été décidés par leurs supérieurs, dans mon cas, un conseil d'administration, dans lesquels il y avait des syndicats, dans lesquels il y avait l'État français, etc., sont soumis à des critiques en disant « Ah non, c'est exagéré ». Carlos Ghosn, si vous voulez qu'on parle argent, en un mot, ouais. En 2017, vous touchez presque 17 millions de dollars. 8,5 de Renault, 6,5 de Nissan, 2 de Mitsubishi. Plus que le PDG de Toyota, moins que la directrice générale de General Motors. Mais je comprends très bien ce que vous dites. Oui. Gagner de l'argent quand on sort de l'école de la République et qu'on l'a eu à la sueur de son front. Oui. Qu'on assure la sécurité de ses enfants, de sa famille, qu'on investisse, qu'on travaille. Mais à un moment, il y a peut-être une limite. Oui. Ou quelle est votre limite? Mais attendez, d'abord, vous utilisez le patron de Toyota. Mais justement, voilà, vous dites, le patron de Toyota... Non, j'ai dit aussi General Motors, ça. Mais attendez, mais c'est ce que je dis. Je dis, bon, moins que General Motors, c'est très bien. Moins que General Motors, moins que le patron de Fiat Chrysler, moins que le patron de Volkswagen. Bon, très bien. Mais alors, attendez. Je reviens au patron de Toyota. Alors, vous dites, mais vous touchez plus d'argent que le patron de Toyota. Le patron de Toyota a 3% de sa boîte. Donc, il touche des dividendes sur sa boîte. Vous n'en parlez pas. Et c'est ce que je dis. Donc, vous avez une rente de situation dont il a hérité de ses parents. Vous n'en parlez pas. Vous dites, par contre, le salaire... vous voyez, c'est ça ce qui me trouble, c'est-à-dire on ne traite, en France, le pays de la Révolution, on traite la rente de manière différente que l'on traite le salaire. Et ça me choque. Maintenant, revenons au salaire. Ma limite, ce sont ceux qui décident mon salaire. C'est pas moi qui décide mon salaire. Vous donnez l'impression à votre public que moi je m'assieds et puis je dis, voilà, bon, tu as bien travaillé, tu vas recevoir tant. Mais moi je passe par un conseil d'administration. Il y a un comité des rémunérations qui se réunit. Dans lesquels il y a d'ailleurs l'État français, dans le cadre de Renault, il y a la présence des syndicats. C'est une rémunération qui est présentée aux actionnaires tous les ans, qui est acceptée. Donc, si vous voulez, on a l'impression de dire ce monsieur, il touche beaucoup d'argent, il a décidé ça pour lui-même. Non, ça c'est... vous voyez, c'est ça ce qui me trouble dans cette affaire, c'est qu'on donne l'impression que c'est un peu un abus. S'il y a abus, il faut l'arrêter, mais il faut l'arrêter par ceux qui le décident. Pas par ceux dont il bénéficie. Moi, je suis un libéral, moi je crois dans le système de la méritocratie, de la performance, de la contribution. J'y crois, je ne vais pas changer mes options. En 1978, je continue votre portrait, vous débutez à Michelin avec Monsieur François. Le fondateur, bien sûr, vous y redressez les activités américaines, vous devenez le responsable Amérique du Nord. En 1996, vous entrez chez Renault comme directeur général adjoint. Et à partir de 1999, on commence à parler de vous. Vous êtes vice-président de Renault, mandaté par Lou Schweitzer pour sauver Nissan. 22 milliards de dettes,
6 ans plus tard, Nissan dépasse Honda, devient deuxième constructeur du pays. Vous êtes nommé PDG de Renault en 2005. Vous êtes au fait de votre puissance. Personne n'a détenu comme vous un tel poste dans 2 entreprises figurant au classement de Fortune. Il y a un contraste entre la personnalité qu'on décrit, personnalité privée, chaleureuse, simple, et la personnalité de manager. Froid, distant, qui peut faire souffrir au travail. Après les épreuves que vous avez vécues, quand vous revenez sur cette manière de manager, vous vous dites j'ai peut-être été très dur ou pas? Okay. Alors, premièrement, vous savez, moi j'ai passé 18 ans chez Michelin. J'ai eu comme rôle model, comme référence, François Michelin, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait toute ma carrière. C'était un patron humaniste. Donc, vous dites, sur le plan privé, les gens disent vous êtes quelqu'un de chaleureux, etc. Bon, mais sur le plan public, qui c'est qui façonne mon image dans le public? C'est les médias, c'est des gens qui parlent de moi, avec qui vous travaillez, les gens avec lesquels je travaille, pas tous. Est-ce que j'étais un patron dur? Je ne le pense pas, j'étais un patron exigeant. Mais d'abord, l'exigence sur moi-même. Et une fois qu'on l'applique sur soi-même, ben, on l'applique sur son équipe. Alors évidemment, si quelqu'un n'est pas capable de suivre cette exigence, il ne faut pas le choisir dans l'équipe. Donc, quand vous dites qu'il y a un contraste, ce n'est pas que je suis 2 personnes différentes, je suis la même personne. Sauf que j'ai des convictions qui sont des valeurs. Et pour moi, quand on me confie une entreprise, je ne peux pas décevoir. Quand on m'a confié Nissan, on m'a dit, Monsieur Ghosn, votre job, c'est de redresser Nissan. C'est tout. On ne m'a pas dit, il faut faire... Non. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai redressé Nissan. Donc c'était une exigence pour moi, mais c'est une exigence par rapport à ceux à qui m'ont confié cette tâche. Donc je trouve que quand on est patron d'une entreprise, il y a une forme d'exigence sur la performance, sur le résultat qui est extrêmement important. Alors sur le rôle de l'État, dans Renault, participation de 15%, 22% des droits de vote, est-ce qu'il est inévitable qu'il y ait des relations compliquées du coup avec l'État et avec le président Macron, ancien ministre de l'économie, compliqué, avec le président Sarkozy, moins compliqué? Écoutez, à partir du moment où vous commencez par un prémisse qui est, moi je pense que la présence de l'État actionnaire, l'État stratège, dans une entreprise secteur concurrentiel, à partir du moment où moi je pense que c'est une erreur, que c'est un gaspillage des fonds publics, que ça n'aide en aucun cas l'entreprise, et que j'ai en face de moi des responsables politiques qui pensent le contraire, ben on ne peut pas s'entendre, déjà, dès le départ. Franchement, moi je ne serais jamais rentré chez Renault si Louis Schweitzer m'avait dit, au départ, l'État va rester chez Renault. Je ne serais jamais rentré. Moi j'étais rentré sur la prémisse que l'État est en train de sortir de Renault. Donc je dis, bon, si un jour je deviens patron de Renault, je suis à la tête d'une entreprise normale, privée, comme tous mes collègues de l'industrie automobile. Bien. Ah ben ça ne s'est pas passé comme ça, comme vous le savez. Mais puisque l'État a gardé ses 15%. Et a même voulu plus, oui. Puisqu'il a voulu plus de droits de vote. Exactement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de malentendus là. Je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui sont d'une opinion différente et qui ont une vision différente. Et je respecte mes actionnaires. L'État est actionnaire, il est actionnaire, je le respecte. Avec Nicolas Sarkozy, il est venu vous voir au Japon quand vous étiez en difficulté. Il vous aurait dit, si j'avais été au pouvoir, vous seriez sorti plus vite. Non, je ne veux pas faire un commentaire sur une conversation privée que j'ai eue avec le président Sarkozy, franchement, qui m'a beaucoup touché par son attitude. Le président Sarkozy a reçu mon épouse plusieurs fois, alors que tout le monde lui a fermé la porte au moment où j'étais en prison. Il a conseillé, il a aidé. Quand il est venu au Japon, il est venu me voir. C'était le seul homme politique français, et pas n'importe lequel, ancien président de la République, qui est venu me voir. J'ai eu évidemment, on a eu beaucoup de, je dirais pas des problèmes, mais des différences de point de vue quand il était président et que moi j'étais à la tête de Renault. Mais il y a une seule chose, que c'est un homme qui est remarquable et c'est un homme que je respecte. Parce que c'est un homme que je respecte parce qu'il est capable de faire des choses par conviction, indépendamment des conséquences que cela peut avoir pour lui. Et dans mon cas, il a tendu la main à un moment où beaucoup d'autres personnes ont fermé la porte. Paparazzi, décoration de l'empereur du Japon, tous demandent des autographes, cherchent à porter les lunettes rectangulaires que vous portez tout le temps.
Vous êtes reçu comme un chef d'État, vous rencontrez Poutine, vous rencontrez le roi du Maroc, vous vivez dans votre avion quasiment. Et là, on se demande si vous ne perdez pas le contact avec la réalité. Et si ce n'est pas ça qui vous conduit à la situation dans laquelle vous vous retrouvez, c'est-à-dire une forme de complot de Nissan qui veut vous déboulonner. Bon, ça c'est un peu l'image qui a été construite, que je conteste et je vais vous dire pourquoi. En 2016, j'ai démissionné de mon poste de directeur général de Nissan. Personne ne me l'a demandé, je l'ai fait tout seul. J'ai beaucoup hésité à renouveler mon mandat chez Renault en juin 2018. Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'il y a une fin à tout. Et que j'étais arrivé à un moment où c'était le moment de m'occuper de mon épouse, de pouvoir aller visiter mes enfants, de pouvoir vivre enfin une vie à peu près normale. Puisque c'est vrai que j'ai eu une vie passionnante, mais j'étais crucifié tout le temps. Le fait de vivre dans un avion, ce n'est pas un plaisir. D'ailleurs, c'est probablement la seule période de ma vie, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, où j'ai passé 9 mois dans un pays en étant libre, sans voyager. Bon, depuis que vous êtes là, très bien, au depuis Liban. Que je suis au Liban. Depuis que je suis au Liban, je me sens bien, je me sens revivre. Je dors mieux, j'apprécie la vie, j'apprécie les instants. Je dirais le fait de prendre un petit déjeuner le matin avec mon épouse, de pouvoir prendre mon temps pour lire, etc. Je n'ai jamais eu ce luxe. Je n'ai jamais eu ce luxe parce qu'il y avait tellement de missions. Je ne me plains pas. J'ai une vie passionnante. Mais je pense qu'il y a un moment pour arrêter. Et je pensais que le moment pour arrêter était en train d'approcher, puisqu'en 2016, j'ai démissionné du poste de directeur général de Nissan. Et on vous a demandé de rester? Pas Nissan. On m'a demandé de rester en tant que président. On m'a demandé de rester président. Et puis surtout, c'est le renouvellement du mandat en France, en juin 2018, 4 mois avant mon arrestation, juin 2018. Alors, juin 2018, unanimité, nous voulons à tout prix que vous continuiez la politique de croissance de Renault, 4 ans de résultats records pour Renault, croissance-profit, enfin, l'irréversibilité de l'Alliance. C'était ça 4 mois avant l'abandon. Donc, je me dis, oui, mais effectivement, c'était le mandat de trop. Dans ce livre, il y a quand même un fort ressentiment à l'égard du gouvernement français, du ministre de l'économie, de l'État français, et quand même une volonté de régler les comptes, de dire, je veux dire ma vérité, j'ai été lâché, etc. Donc, en fait, on se dit, il n'est pas si serein que cela. Oui, non, mais, attendez, quand je dis la sérénité, je me tourne vers l'avenir. Je ne suis pas un homme du passé. Hein. Je n'ai jamais vécu dans le passé, donc pour moi, la page est tournée. Maintenant, la page est tournée, ça ne veut pas dire que j'oublie. Ça ne veut pas dire que j'oublie. En même temps, il y a eu une campagne de dénigrement et de destruction de ma réputation massive, initiée, bien sûr, par quelques personnes chez Nissan, les procureurs avec leurs appuis gouvernementaux, et malheureusement, un relais français assez puissant. Je ne l'oublie pas. Maintenant, est-ce que je veux régler mes comptes avec tout le monde? Pas du tout, parce que franchement, aujourd'hui, je suis dans un autre contexte. Je veux profiter de ma vie avec mon épouse, dont on m'a séparé pendant plusieurs mois. Je veux pouvoir passer du temps avec ma famille, mes amis, ceux qui me restent. Alors, j'en ai plus beaucoup, puisqu'il y en a beaucoup c'était soi-disant des amis qui se sont détournés, mais au moins ceux que j'ai, je sais qu'ils sont sincères. Et donc j'ai retrouvé cette sérénité, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis amnésique. Ça ne veut pas du tout dire que je n'ai pas le souci d'éviter que les mensonges qui ont été proférés ne soient pas combattus, notamment par ce livre. Un mot sur les affaires françaises, puisque, vous l'avez dit, on a parlé de l'argent, du salaire, mais il y a aussi cet anniversaire à Versailles, et puis ensuite les 15 ans de l'Alliance, et dans le livre vous en parlez, et vous dites que c'est Catherine Pégard, la patronne de Versailles, qui aurait versé 50 000 € pour cette fête, et puis que les 15 ans de l'Alliance était une cérémonie et une fête logique. Bon, certains s'interrogent sur la liste des invités, il y a une procédure en France, vous n'avez pas pu vous rendre à la convocation des juges français. Ils vont venir à Beyrouth. Oui, c'est prévu. C'est prévu quand? Oui, j'ai accepté, bien sûr. C'est prévu quand? 2021, je ne sais plus quel mois, donc janvier ou février, ils viennent. Ils viennent. Oui. Non, mais j'ai dit que j'allais
contribuer à rétablir la vérité. Je ne peux pas dire ça et refuser d'être interrogé par le juge d'instruction. Comme vous savez, je ne peux pas quitter le Liban parce que tout a une raison. Tout a une raison. Pourquoi je ne peux pas quitter le Liban? Parce qu'il y a une demande du Japon vis-à-vis d'Interpol de m'extrader au Japon. Donc Interpol a émis ce qu'on appelle une carte rouge. Une carte rouge, ça veut dire qu'ils demandent à toutes les polices du monde, le jour où ils savent que je suis sur le territoire, de m'extrader au Japon. D'ailleurs, ils ont fait la même chose pour mon épouse. Bon. Donc tant qu'il y a cette carte rouge, moi je ne peux pas me déplacer hors du Liban. Donc ils ont transmis cette demande aux autorités libanaises. Les autorités libanaises, comme je suis libanais, n'extradent pas. Par contre, ils disent, nous voulons bien le juger. Transmettez-nous le dossier pour qu'on puisse le juger. Parce que l'accusation principale, de toute façon globale, je dirais globalement, c'est vous avez confondu à un moment donné votre portefeuille personnel et le portefeuille de l'entreprise, les entreprises de l'Alliance, de RNBV, etc. Ça, c'est le montage qui a été fait. Non, attendez, l'arrestation a été, au départ, M. Ghosn, vous n'avez pas déclaré un revenu qu'on ne vous a pas payé. Qui était prévu, qui devait être payé plus tard pour vous garder. Non, qu'il n'était pas prévu, qu'il n'était pas décidé, c'est rien du tout. Hein. Attention, hein. C'est ni payé, il n'y a pas de problème fiscal, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai été arrêté. Est-ce que vous répondez à ceux qui disent, voilà, à un moment donné, vous êtes si puissant que vous confondez, je dirais, les portefeuilles et qu'à partir d'entreprises ou de sociétés occultes ou en tout cas mystérieuses, bah finalement, vous avez un train de vie avec des grandes maisons, dans le monde entier. Ce ne sont pas mes maisons d'abord. Hein. Non mais le fait de prendre des faits, sortir de leur contexte, les monter en épingle et les déformer, c'est un travail de professionnel qui a été fait. Et malheureusement, ça marche, parce qu'on sait très bien comment on peut faire réagir l'opinion publique. Il y a beaucoup de mensonges dans ce qui a été dit. Par exemple, on a dit que j'avais été arrêté dans l'avion, ce n'est pas vrai. On a dit que Versailles, c'était pour mon mariage, ce n'est pas vrai. On a dit que Versailles, j'ai tout payé, personnellement, tout payé. On a fait entendre qu'il n'a pas payé. Dans le livre, vous dites que Catherine Pégard a versé 50 000 euros. Non. Pour Versailles. Je n'ai pas dit que Catherine Pégard a versé 50 000 euros. Ce que j'ai dit, c'est que suite à la collaboration qu'on avait avec Versailles, à un moment, Catherine Pégard m'a dit, Monsieur Ghosn, si un jour vous souhaitez pour un événement privé une salle à Versailles, je vous la mettrai à disposition. D'accord. Bon, voilà, c'est ce qu'il a proposé. Elle n'a rien dit d'autre. Plusieurs mois après cette proposition, à un moment où on parlait de l'anniversaire de mon épouse, des 50 ans de mon épouse, je lui ai dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour tes amis dans le monde, New York, Beyrouth, etc. Et elle était contre. Je lui ai dit, Catherine Pégard m'a proposé une salle à Versailles. Elle m'a dit non, j'en veux pas. C'était sa première réaction. Je lui ai dit écoute, ça va pas être le grand salon, ça va être une petite salle à Versailles, c'est sympathique. Et pour tes amis, on ne refuse pas une invitation à Versailles. Bien sûr. Je l'ai persuadé que finalement, c'était une opportunité. On a embauché quelqu'un pour s'occuper de cette fête. Et cette personne, qui s'est mis en contact avec Versailles, etc., m'a envoyé toutes les factures que j'ai payées. Et sur ces factures, il était marqué salle gratuite. Moi, je n'ai pas fait attention. Moi. Alors, c'est après avoir été arrêté au Japon qu'on m'a sorti du chapeau que, finalement, les 50 000 euros qu'aurait dû coûter cette salle n'ont pas été payés par Renault. Elles ont été mises au débit d'un crédit que Renault avait vis-à-vis de Versailles et qui n'avait pas été utilisé. Non, mais à partir de là, on monte une affaire dans laquelle on me fait apparaître comme étant... Vous êtes confiant donc avec les juges français, vous êtes confiant? Écoutez, moi je pense que la justice de mon pays est différente de la justice japonaise. Et qu'a priori, elle n'est pas à charge. C'est une justice qui va regarder les faits. Si elle regarde les faits avec tous les éléments que j'ai, je suis confiant. Je n'aurais pas été confiant si j'étais devant les juges japonais. Hein. Je n'aurais pas été confiant. Mais je pense que la justice française n'est pas aux ordres. Parce que je pense que l'ensemble des accusations qui ont été tournées contre moi, j'étais en prison, au Japon, emprisonné, je ne pouvais pas me défendre, je ne pouvais pas me répondre. C'est à ce moment-là qu'on a sorti du chapeau l'affaire de la résidence fiscale. 7 ans après qu'elle ait eu lieu, aux Pays-Bas, j'étais en prison. J'étais en prison. Hein. Et deuxièmement, l'affaire de Versailles. On l'a sorti du chapeau au moment où j'étais en prison. Ça me donne l'impression qu'on voulait justifier l'abandon. En disant finalement, il n'est pas aussi net que ça. Si on l'abandonne, c'est justifié. Voilà l'impression que ça me donne. Bon, j'espère quand même qu'il y aura suffisamment de gens avec du courage
pour parler de ce qu'ils ont vécu. Parce que tout ça, il y a eu des témoins, il y a eu quand même... Vous savez bien qu'il y a eu beaucoup de discussions au conseil d'administration de Renault. J'espère bien qu'il y a des membres du conseil d'administration qui un jour diront la vérité sur ce qui s'est passé. Des discussions qui ont eu lieu. Il y en a au moins un qui a eu le courage de me le dire personnellement, c'est Thierry Bolloré, qui était le directeur général de Renault. Que vous aviez nommé. Que j'avais proposé, que le conseil a nommé à l'unanimité sur ma proposition, et que le conseil a viré à l'unanimité 9 mois après. 9 mois après. Hein. Bon. Et Bolloré, avant de quitter, m'a dit, Monsieur Ghosn, on a tout cherché, on a fait des audits à la demande de tout le monde, essentiellement par l'actionnaire d'État, pour s'assurer qu'il n'y avait rien, et on n'a rien trouvé. C'est lui qui me l'a dit, pendant 9 mois. Il a assisté à toutes les réunions. J'espère qu'il y en aura d'autres qui ont assisté à ces réunions et qui un jour vont parler de la façon dont tout ceci a été mené. C'était à charge dès le départ. Et ça me donne l'impression que, bon, il est arrêté au Japon, on a choisi une politique d'apaisement, finalement, abandon. Peut-être qu'il faut la justifier. Alors, on trouve ce problème. Alors, l'histoire fiscale, elle est remarquable. 2012, je suis résident en France. Je demande, et je dis, je vais changer ma résidence de France aux Pays-Bas. Pourquoi? On sort de la crise financière et on sort du tsunami qui a détruit le Japon en 2011. Donc j'allais me concentrer, je l'avais dit, sur la construction de l'Alliance. On allait travailler, après avoir travaillé d'arrache-pied pour remettre Renault à flot, remettre Nissan à flot, maintenant il fallait que je me consacre sur la convergence de l'Alliance. Donc je lui ai dit, bon, le mieux c'est que je me positionne en Hollande, non pas en tant que patron de Renault ou en tant que patron de Nissan, mais en tant que patron d'Alliance. 2012, j'écris un document, je fais ce qu'on appelle un réécrit, très bien, on me fait un audit, avant de sortir du pays on vous fait un audit, hein, j'ai eu les conséquences de l'audit, et je suis parti. Tous les ans, j'ai payé mes impôts en France, sur mes revenus en France, tous les ans, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Et j'apprends en 2019, en prison, qu'on rouvre le dossier de la résidence fiscale. Au bout d'un certain moment, vous vous posez des questions quand même. Dans la procédure française, il y a des questions sur une structure qui aurait versé des prestations à des personnalités françaises comme Rachida Dati. Ces prestations étaient-elles réelles? Oui. Dans les cas, il y a 2 personnes qui sont en cause, c'est Bauer, Alain Bauer, le criminologue, et Rachida Dati, les deux ont travaillé. Moi, j'ai rencontré M. Bauer à plusieurs reprises. Il était chargé, après la malheureuse affaire des espions, de nous aider à reconstruire le système de sécurité, puisque le problème venait de là. Et Rachida Dati? Rachida Dati, la même chose. Hein. Rachida Dati, elle était essentiellement sur 2 volets. Elle avait une connaissance de tout le monde arabe. C'est probablement la personne, au moment où on l'a embauchée, elle n'était pas ministre, hein, elle était députée européen. Hein. Bon, donc on ne peut pas dire qu'on cherchait des faveurs particulières sur le plan politique. Elle avait quand même des contacts très avancés en Afrique du Nord, dans les pays du Moyen-Orient. Elle avait une connaissance, elle avait une façon aussi d'expliquer aux gens la réalité de ces marchés. Je vous rappelle que Renault, s'il était fort en Afrique du Nord, était très faible au Moyen-Orient. Puis Rachida Dati aussi nous aidait, on l'utilisait aussi comme conseil en matière de prévision des législations futures en matière de carbone. Franchement, c'est monté de toutes pièces. Le fait que ça a été payé par RNBV et non pas par Renault, puisque le contrat avait été fait par Renault mais payé par RNBV, c'est parce que ça allait profiter aux 2 entreprises. Quand on parle de CO2, ça profite à Renault et à Nissan. Quand on parle du Moyen-Orient, ça profite à Renault et à Nissan. Voilà, RNBV, c'est la structure de l'Alliance. La structure de l'Alliance. Non, mais alors il y a aussi, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on consiste que s'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de travail. Non, mais attendez, c'est très simple. Donc, moi, à la limite, j'ai pas travaillé. moi, ça fait 20 ans que je suis à la tête j'ai pas travaillé, parce que je n'écrivais jamais. Vous n'allez jamais trouver un rapport écrit par Carlos Ghosn. Donc, moi, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé parce que vous n'allez pas trouver un écrit fait par moi. Donc, j'ai pas travaillé, j'ai bullé tout le temps. C'est ridicule. Une petite question avant qu'on passe sur l'automobile. Quelle autocritique vous pourriez faire dans tout cela? On peut se critiquer. Si vous voulez dire, est-ce qu'il y a eu des échecs? Bien sûr qu'il y a eu des échecs. Est-ce qu'il y a eu des moments d'inattention? Bien sûr, il y a des moments d'inattention. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de jugement? Bien sûr qu'il y a des erreurs de jugement. Qui n'en a pas? Moi, j'en ai eu, etc. Ce qui importe, c'est la tendance. Finalement, moi, je suis responsable d'entreprise. Ce qui est important pour moi, c'est quel est le cheminement des entreprises dont j'ai la responsabilité. Alors, quand je regarde le cheminement de Nissan jusqu'en 2017,
au moment où j'ai abandonné la direction générale. Le cheminement de Renault jusqu'en 2018, au moment où je ne pouvais plus exercer mes fonctions, non pas parce que j'ai démissionné, mais parce que j'étais arrêté. Aujourd'hui, on me dit, monsieur Ghosn, vous avez démissionné. Mais je n'ai pas démissionné, j'étais arrêté, je ne pouvais pas exercer ma mission. Vous m'avez demandé de dire bon, ce serait bien que vous partiez à la retraite. Vous êtes donc au prud'homme toujours avec Renault évidemment. Pour demander vos droits à la retraite. Mes droits. Non seulement mes droits à la retraite, mais aussi la confiscation de revenus que j'ai gagnés, qui sont acceptés par le conseil d'administration et par les actionnaires, qui ont été confisqués. Mais sans raison. Et d'ailleurs, un membre du conseil d'administration de Renault m'a dit, évidemment, en catimini, il m'a dit, vous savez, le seul moyen d'obtenir vos droits, c'est de passer par la justice, parce que vous ne les aurez pas par le conseil, compte tenu de la pression qu'on subit. L'automobile, les résultats de Renault, de Nissan, aujourd'hui, sont mauvais. L'automobile traverse une crise majeure, une transformation majeure. Bientôt, alors vous aviez entamé le tournant de l'électrique. A priori, et de la voiture autonome. Et de la voiture autonome. Jean-Dominique Sénard, qui a nommé Luca Di Meo, veulent poursuivre ce tournant électrique. Donc, peut-être que vous pourriez dire, finalement, j'ai été visionnaire et il continue. Mais vous êtes très sévère dans le livre. Pourquoi? Sur le principe, je suis très critique sur la vision de l'Alliance. Cette Alliance, moi, je l'ai construite à partir de l'année 0. Avec Louis Schweitzer au départ, et puis avec d'autres personnes après. Cette alliance, c'est une dynamique. Cette dynamique, elle n'est ni molle, elle est exigeante, et elle ne peut pas vivre avec le consensus. Elle ne peut pas vivre. Si on était parti sur le consensus... Qui est le mot de Jean-Dominique Sénard. Hein. Non, mais enfin, c'est le mot. Enfin, moi, franchement, je ne connais pas le président actuel de l'Alliance. Non, mais je suis en train de parler de ce que j'ai vu et lu. Dans le livre, il est décrit comme l'anti-Carlos Ghosn. C'est la presse qui l'a dit. C'est le livre de Philippe Riès. Oui, non, c'est la presse qui l'a dit. Donc moi, j'en sais rien, je ne le connais pas. Je reviens là-dessus. Je dis, moi, ce que j'ai vécu, c'est une alliance qui était une dynamique. Ouais. Les cross-shareholding, les machins, les trucs, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est vous créer une dynamique, et cette dynamique qui fait que les gens, contre leur intuition naturelle qui est de travailler en France avec les Français, les Japonais, tout seul, chacun pour son entreprise, chacun pour sa marque, d'aller au-delà de ça, travailler ensemble pour le bien de chaque entité. Ça demande une dynamique. Vous ne pouvez pas faire fonctionner ça en disant, les gars, on se tient par la main, on est tous contents, et si on n'est pas d'accord, on ne fait rien. Ben, le résultat, c'est qu'il ne se fait rien. Ouais. Avant la pandémie, il y avait déjà des signaux quand même. Hein. Il y avait quand même des signaux. Parce que la baisse de l'action Renault et Nissan, elle n'est pas liée à la pandémie, elle a lieu avant la pandémie. Et cette baisse d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'actionnaires qui se sont dit, ah bon, ce qui se passe ne nous plaît pas, on s'en va. Rétablir votre vérité, c'est ça aujourd'hui votre objectif? Ma réputation. Et ce que j'ai fait pour l'industrie, qui d'ailleurs est plus contesté par ceux qui dirigent Renault et Nissan aujourd'hui que par le reste de l'industrie. Vous êtes inquiet comme tout le monde, évidemment, aujourd'hui. Vous voyez une sortie du tunnel après la pandémie? Oui, bien sûr. Je pense que les moments difficiles ne sont pas derrière nous, il y en a encore devant nous, mais je pense qu'une fois que les remèdes auront été trouvés, nous allons reprendre le chemin de la croissance. Et je ne pense pas que ce soit la fin de la globalisation, parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas contents dans la pandémie. Je ne parle pas de la maladie, je parle du fait qu'ils sont isolés, le fait qu'ils ne peuvent plus rencontrer d'autres personnes, qu'ils ne peuvent plus voyager. Il y a un souci, il y a un souhait naturel. Oui, mais il y a une relocalisation, par exemple, d'un certain nombre de productions, dans les médicaments, dans des produits de première nécessité. Bien sûr, mais elle n'ira pas très loin, franchement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si la relocalisation fait du sens sur le plan économique, elle aurait dû avoir lieu même dans un cadre globalisé. Mais si elle ne fait pas de sens sur le plan économique, elle ne durera pas. Pour une raison très simple, c'est que quand les choses reviendront à la normale, vous ne pouvez pas résister au fait que, surtout si vous êtes dans un système de commerce libre, ce qui est le cas de la plupart des pays du monde, vous ne pouvez pas résister au fait que si vous avez obtenu le même bien avec qualité équivalente à un prix moins cher, vous allez aller vers ce produit. Vous êtes apaisé après cette vie extrêmement trépidante où, malgré tout, il faut arriver à rétablir cette vérité, sinon vous ne serez jamais apaisé? C'est vrai. Ce livre est important pour moi parce qu'il y a au moins un endroit et un document qui retrace les faits tels que je les ai vécus.
Vous avez envie, vous rêvez, vous espérez revenir en France? Je reviendrai en France. Hein. Je dirais que je suis français, j'ai des amis en France, c'est mon pays d'adoption, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, je ne considère pas du tout que moi je me réfugie au Liban, comme j'irai au Brésil. Je suis très content d'être au Liban, je suis très content d'être avec mon épouse, mais en même temps, je souhaite un jour pouvoir circuler partout dans le monde, sauf au Japon peut-être, pour pouvoir voir mes enfants et voir mes amis. Merci beaucoup Carlos Ghosn pour ce moment. À Beyrouth, nous nous retrouvons la semaine prochaine et cet entretien est à retrouver bien sûr en replay.